Bonjour et bienvenue, content de vous retrouver pour la présentation d'une nouvelle petite pépite en bourse. Je reçois aujourd'hui Samuel Sancerni. Bonjour, c'est Sancerni. Sancerni, c'est ça. Bonjour Marc. Donc tu es le patron, le président de Président. DMS Group. C'est ça. Alors on va prendre un peu de temps pour que tu nous expliques un peu d'abord ton activité. Ensuite, tu vas nous dire où vous en êtes. Bon, bravo, parce qu'en 6 ans, vous avez doublé votre chiffre d'affaires. C'est ça. Tu vas nous parler de ton plan stratégique 2027, dont on attend les résultats avec impatience, et puis tous les développements. Et puis, on va parler de la bourse. Je sais que le sujet est douloureux pour toi. Douloureux, je sais pas. Mais non, mais je il y a sais des sujets. qu'en voyant le cours, tu te désoles un peu, et même en te comparant, tu ne te consoles pas tellement. Donc on va en reparler aussi, puisque c'est le but de notre entretien. D'abord, DMS, ça fait quoi ? Alors DMS, on fait de l'imagerie médicale. On fait de l'imagerie médicale digitale, ce qu'on appelle de l'imagerie conventionnelle. Il faut savoir que quand on va dans un cabinet de radiologie, on peut faire un scanner, on peut faire un IRM, on peut faire une échographie. Mais dans 70% des cas, on fait une radio. Une radio pour les poumons, une radio pour les os, une radio parce qu'on s'est blessé, une radio parce qu'on vieillit. Mais on commence par une radio et ensuite on va vers des examens Donc plus spécialisés. l'équipement, c'est toi ? Nous, on fabrique l'équipement complet, on fabrique la mécanique, la D'accord. grosse mécanique de l'équipement, mais aussi toute la partie logicielle qui va aider à la prise en charge du patient, puisqu'on est là pour prendre en charge un patient, qui peut être un bébé, un patient âgé ou un gros patient, un gros bébé. Et donc, on va prendre en charge ce patient et surtout, on va sécuriser l'examen pour que ce patient puisse avoir un diagnostic le meilleur possible et donner la meilleure image possible au radiologue. Donc hardware et software. Hardware, software et aussi tout ce qui est intelligence autour du mixte entre l'hardware et le software. Je prends souvent l'exemple de la voiture. On ne fait pas l'entertainment system, nous on ne fait pas le GPS. D'accord. Par contre, tout ce qui est conduite automatisée, détection des lignes, freinage automatique, c'est un bon parallèle. etc., c'est tout ce qu'on fait dans cette voiture-là en fait. Et donc là, tu fabriques. Comment ça se passe en fait, pratiquement ? Alors, nous, on design. On a D'accord. une R&D qui est très importante. On a 25% de nos effectifs qui sont en R&D. Donc, on design. 25% de vos effectifs. Ouais, sur 140 personnes, aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes en R&D à peu près. Grosse équipe. Donc, c'est une belle équipe qui est pluridisciplinaire. Ça va du normal sup, ingénieur INSA, on a 6 PhD. Donc, c'est vraiment une très, très belle équipe. Donc, on design les équipements, on les imagine avec des radiologues. D'accord. Et puis, une fois qu'on a designé ça, on les fabrique. Alors, on les assemble plus. On a des sous-traitants qui nous fabriquent le welding. Il y a du mécano-soudé, les ensembles électromagnétiques, électromécaniques. Par contre, on a l'ensemble de la maîtrise de la chaîne de valeur, ce qui fait un peu notre spécificité. Et alors, tes clients aujourd'hui, alors on va parler de tes clients, c'est qui ? Qui est-ce qui t'achète ça ? C'est les cabinets de radiologie ou c'est des grossistes ou c'est des distributeurs ? Alors, l'utilisateur final, c'est un hôpital, un cabinet de radiologie, un centre hospitalier, un camion de dépistage. Donc ça, c'est l'utilisateur final. Nous, on a deux grands pieds, deux grandes assises. Une partie qui est la vente sous notre propre marque, donc DMS. On vend à des distributeurs dans 140 pays au monde. On vend de la Norvège à l'Afrique du Sud, de la Chine aux États-Unis. On va en reparler parce que vous êtes très international. Très, très international. Ouais. Donc ça, on vend sous notre propre marque. Et on a un autre pied qui est très important. On fabrique en marque blanche pour des majors, deux gros japonais, Fujifilm, qui pèse aujourd'hui 10 milliards d'euros, chiffre d'affaires, Canon, qui doit être un petit peu supérieur ou un petit peu inférieur, donc des très gros majors, et Carestream, qui est l'ancien Kodak Imaging sur lequel on vend aux US. Donc on fabrique les mêmes types de produits, et soit on les vend en direct, soit on les vend en marque blanche, assez gros, qui vont ensuite les vendre à leur réseau. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi des monstres, tu parlais de dizaines de milliards de chiffre d'affaires, ont besoin de DMS pour faire ça, pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes ? En fait, on est dans l'imagerie conventionnelle, c'est comme la voiture. Il faut des grosses voitures, des petites voitures, des motos, il faut être global pour ces gens-là. Ils ont besoin d'être global dans l'hôpital, ils ont besoin de proposer une gamme complète. Et nous, on vient leur apporter des produits de niche à très forte valeur ajoutée pour eux, mais qui ne représentent pas un volume exceptionnel à leur niveau de milliards, et qui va leur permettre de compléter la gamme et d'être global dans l'hôpital. Alors Samuel, je disais en préambule que tu as doublé le chiffre d'affaires. Vous avez doublé le chiffre d'affaires en 6 ans. Comment ça s'est passé en fait ? Comment vous êtes passé de ce chiffre d'affaires à une progression qui est quand même, que vous annonciez, mais qui est quand même spectaculaire. Alors, on faisait en 2018, 18 millions d'euros, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a fait 46,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il a doublé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on se refocalise sur notre cœur de métier. On est un pure player. C'est un switch stratégique qu'on a fait fin 2022, quand j'ai repris l'entreprise. On faisait beaucoup de choses. On était très éparpillés. Donc, aujourd'hui, on se reconcentre sur notre cœur de métier. Et en se reconcentrant sur notre cœur de métier, on rapporte de la valeur chez nous avec un effort très, très intense sur le logiciel qui a été mis en place. Et on a sorti notre logiciel début 2020.
fin 2023, il occupait tous nos produits. Donc, à la fois un développement organique, nos marchés, Fuji, Canon, Carestream, les pays, un développement produit. Donc là, on a une grosse recherche et développement, on lance des produits, on met notre logiciel sur des gammes de produits que l'on avait. Et puis, enfin, un développement par croissance externe, puisqu'on a racheté une société qui s'appelle Solutions for Tomorrow en 2023. Explique-nous, alors on va y revenir 2 secondes. Juste, est-ce que tu es en train de nous dire que globalement, on doit s'attendre à une progression de chiffre d'affaires moins importante, mais peut-être plus de focus sur la rentabilité? Ou est-ce que tu vas réussir à gérer les deux, en fait? Alors, aujourd'hui, c'est toujours très compliqué. On a privilégié le chiffre d'affaires, effectivement, ces quelques années. Aujourd'hui, on a décidé de privilégier un petit peu la rentabilité. On a un plan qui était très clair, qui est à l'horizon de l'année 2027, qui est de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14% de marge d'EBITDA. Aujourd'hui, on n'est pas aux 14% de marge d'EBITDA, mais on est on track sur le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, tu confirmes ton objectif 2027? On confirme l'objectif de 2027, un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Donc ça, a priori, vous allez essayer de le faire et vous pourrez y arriver. On regarde le monde aujourd'hui, il y a quelques complexités. Néanmoins, on est on track pour parler. D'accord. Et renta, alors? Et renta, on confirme aussi un objectif de rentabilité qui est de 14%. Ça va passer par une politique aussi d'économie. Donc aujourd'hui, on investit beaucoup en R&D. À un moment donné, on va souffler un tout petit peu sur la R&D. On a déjà ralenti les R&D externes, puisque quand on a les produits, on a moins besoin d'aller sur la R&D. Donc on va souffler un petit peu en R&D. On va capitaliser sur nos produits avec des produits qui arrivent sur le marché. On est dans les processus réglementaires. Alors je sais que certains actionnaires diront c'est toujours long le processus réglementaire, c'est pas moi qui le fais, il y a des contraintes réglementaires dans nos métiers qui sont assez fortes. Donc aujourd'hui on a des nouveaux produits qui ont d'ailleurs été primés aux Journées françaises de radiologie, principalement dans l'imagerie mobile, qui vont arriver sur le marché dans les prochaines semaines. Et qui auront une meilleure renta, c'est ça l'idée? Parce qu'on a du mal à imaginer, c'est un peu le reproche que font certains actionnaires par rapport à la rentabilité. On a du mal à imaginer comment tu vas passer. Alors, tu viens de l'expliquer, notamment sur la R&D, le contrôle des coûts, la concentration sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais 14% de marge, c'est quand même pas mal. Oui, alors 14%, on a des benchmarks. Donc on sait que certains y arrivent, donc on doit pouvoir être aussi bon que les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une notion de masse critique qui est très importante pour nous, puisqu'on a développé notre propre solution logicielle. Aujourd'hui, on l'a que sur nos tables télécommandées, un gros SUV. Demain, on va mettre ce logiciel sur tous nos autres produits. Et donc, on a cette masse critique. On n'a pas besoin d'embaucher 10 personnes de plus qui est là. On a aussi une usine qui a été construite en 2021. Cette usine, elle est là. Elle est capable d'absorber les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on aura effectivement cette rentabilité qui va venir de ce côté-là. Donc, maîtrise des coûts, hausse des volumes, nouveaux produits pour la masse critique, c'est ce qui va tirer la rentabilité. Et donc là, on est en partie sur la croissance organique. Vous avez fait beaucoup de croissance organique. Et tu en parlais tout à l'heure, vous avez fait une croissance externe significative. Tu peux nous en parler? Pourquoi la croissance externe? Comment vous l'avez intégrée? Est-ce qu'aujourd'hui, l'intégration, c'est derrière nous? Alors, on fabriquait, nous, des gros SUV, une grosse table télécommandée. On fabriquait des ostéodensitométres qui mesurent la densité osseuse et qui s'intéressent principalement à la maladie de la femme. On a décidé d'aller dans l'imagerie mobile. On a développé un produit en interne d'imagerie mobile, l'Onyx, qui arrive sur le marché. Et on a racheté une société qui s'appelle Solutions for Tomorrow, qui fait des imageries mobiles motorisées. Voilà, donc Solutions for Tomorrow. Aujourd'hui, c'est une structure de coût et qui ne rapporte pas encore assez de chiffre d'affaires parce qu'on a décidé de prendre ce qu'ils avaient. C'était une start-up qui fait un produit qui est très haut de gamme, très très bien, mais on a décidé de mettre notre valeur dedans. Donc aujourd'hui, notre valeur arrive. On a déjà annoncé en septembre le début de la valeur. On est sur les processus d'homologation aux États-Unis. Et donc là, on va pouvoir commencer le ramp-up des sales de façon importante sur cette entité qui va venir contribuer sur les 70 millions d'euros à 10 millions, à hauteur de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, parce que le plan initial qu'on avait annoncé, c'était 60 millions d'euros. 14% de marge d'EBITDA. Quand on a racheté cette société, on n'a pas triché. On a dit, cette société, on la rachète parce qu'en 2027, elle nous fera 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 14% de marge d'EBITDA. Elle sera au standard. Elle sera au standard du groupe. De rentabilité. Exactement. Voilà. Donc, on a parlé croissance externe, on a parlé du plan, donc tu confirmes. Oui, pas de problème. D'accord, pas de problème. Alors, pas de problème. À la géopolitique près, enfin voilà, je veux dire... Alors, justement, on parle géopolitique. Parle-nous un peu de ton développement international, parce que ce qui est assez fascinant dans ta boîte, c'est que finalement, avec un chiffre d'affaires qui reste un chiffre d'affaires de small cap, bien sûr, vous êtes présent dans plein de pays. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, à peu près, on faisait 75% de notre chiffre d'affaires dans les 50 pays les plus pauvres du monde.
Aujourd'hui, on fait 75% de notre chiffre d'affaires en Europe et aux États-Unis. Bon, voilà, ça va mieux. Il y a quand même un switch de la valeur qui est important. Mais on a gardé le fait d'être dans ces pays-là. Parce qu'il y a des développements internationaux. Alors, c'est vrai que l'aide américaine est en train de se tarir. Néanmoins, il y a des développements internationaux, il y a des aides internationaux. Et les pays en voie de développement ont besoin aussi d'imagerie médicale. Donc, on reste excessivement global. Avec les bailleurs de fonds internationaux, on est capable de gagner des marchés en Ouzbékistan avec Alors, explique-nous pourquoi avec les bailleurs de fonds internationaux, juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne en fait. Alors, généralement, sur tous les pays en voie de développement, ce sont des agences internationales, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'ONU. Qui financent. Qui financent beaucoup ces choses-là. Et donc, on est très présent sur ces bailleurs de fonds internationaux. Ça nous permet... Alors, il y a une compétition sur les prix, ça c'est sûr. Par contre, on est un tout petit peu plus, on est sécurisé en termes de paiement, on est sur des, on a des choses. Pas de risque entre guillemets, t'as pas de risque pays. On évite le risque géopolitique et le risque pays au maximum, ce qui est toujours une complexité quand on travaille dans des pays émergents. Donc on évite ce risque. Par contre, on a un avantage, c'est qu'on est capable, en tant qu'entreprise européenne, de garantir à l'UNICEF, à l'UNOPS, qui est l'agence de l'ONU, oui, nous pouvons installer aujourd'hui au Liban des équipements. Oui, nous pouvons installer aujourd'hui en Ukraine des équipements parce que notre passé, parce que notre présent fait qu'on est capable d'installer dans tous ces pays-là et de garantir un service de qualité dans tous ces pays-là. Et justement, alors, est-ce qu'on doit attendre alors, il ne s'agit pas de nous donner des informations privilégiées, on est très regardant, évidemment, et toi aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'espoir de contrats importants dans les mois, les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en attente sur lesquelles tu peux communiquer? On ne te demande pas de... On a déjà communiqué. On est sur un très très gros contrat sur les mobiles de radiologie. On ne peut pas annoncer ni où ni comment parce que pour l'instant, on nous demande de garder une certaine confidentialité. J'espère que dans les mois qui viennent, on pourra effectivement l'annoncer. Et ça peut être un chiffre d'affaires significatif. Ça peut vous aider à retrouver la rentabilité en 2025? Disons que si tout se passe comme on le souhaite, c'est-à-dire une signature dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, ça veut dire la rentabilité dès 2025 pour le groupe DMS. Ouais. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on en parle souvent, de ta frustration un peu par rapport au cours. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont dans le capital, qui s'impatientent un peu? Et puis ceux qui te regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, on a fait pas mal de visites de sites avec toi, notamment avec des fonds, small cap, qui tombent un peu dans leur watchlist et qui attendent un peu de dégainer, d'avoir un peu des orientations, notamment en matière de rentabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis à tous ces gens qui attendent pour éventuellement qui profitent du cours de bourse? Je comprends l'impatience, mais je veux dire, moi, j'ai été mis en place, j'ai décidé de prendre ce poste en 2022. Aujourd'hui, j'ai personnellement investi de l'argent dans la société, donc finalement, je suis très proche d'eux. Nous, on a 4 piliers. Donc, alignement des intérêts entre toi et la société. On a un alignement parfait, vous inquiétez pas. Je suis très, très aligné avec les actionnaires. Quand le cours baisse, ça te fait mal aussi? Quand le cours baisse, ça me fait mal aussi et ça m'empêche aussi. Moi aussi, ça me permet de mal dormir pour réfléchir à des solutions. Bon, on a quand même annoncé un plan qui s'appelle Imaging 2027. Ouais. Comme tu le dis, on a des investisseurs qui nous regardent, qui sont dans le cadre de ce plan Imaging 2027, qui suivent la trajectoire. Et si on est capable de leur prouver qu'on peut délivrer ça, ils rentreront le moment venu, j'en suis sûr. Ils ont visité l'usine, on a une très belle usine. Aujourd'hui, le cours est assez bas. Il y a des gens qui sont très impatients. Mais ces gens sont impatients depuis finalement 10 ans. En fait, ça fait 10 ans que le cours de DMS est quand même excessivement problématique. Aujourd'hui, on y travaille tous les jours. Il ne faut pas que j'entends souvent dire ils ne font rien, c'est pas vrai, on va avoir des investisseurs. On n'a jamais fait autant de communication. On fait des communications trimestrielles sur nos résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. On est là, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On a effectivement beaucoup d'actions qui sont en cours. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas me concentrer uniquement sur le court terme actionnarial bien sûr. Au détriment de ma stratégie qui est de construire de DMS un grand groupe. Aujourd'hui, on parle de 70 millions d'euros en 2027, mais on ne va pas s'arrêter là parce que le but, c'est peut-être 100 millions d'euros 2 ans ou 3 ans plus tard. C'est de créer un groupe qui soit un incontournable de cette imagerie conventionnelle. Aujourd'hui, on parle de Fujifilm, de Canon, de Carestream, mais il y en a plein d'autres. Sur nos nouveaux produits, sur nos anciens produits, on n'a pas réussi à les avoir, donc on ne va pas aller... En marque blanche, là, en marque blanche, bien sûr. D'accord. Donc sur les anciens produits, on a fait le tour. Les gens qui voulaient nous acheter nos tables télécommandées, nos ostéos, Fujifilm, Canon, Carestream, ont signé depuis 2020 avec nous. Ça, c'est fait. Maintenant, sur les nouveaux produits, on a des acteurs et ils sont très nombreux. Je veux dire, le seul à la rigueur, c'est peut-être Siemens qui ne travaille jamais en marque blanche. Mais tous les autres acteurs, aujourd'hui, on les connaît. Ils regardent nos nouveaux produits. Si on a fait ces nouveaux produits, c'est parce qu'on pense qu'il y a un intérêt certain par rapport à ces acteurs-là.
Et donc, effectivement, ce sera des leviers de croissance pour nous, quoi. Souvent, d'ailleurs, on me dit, mais vous êtes concurrent de GE, de Philips. Et moi, je leur dis, mais j'ai pas envie d'être concurrent. Je vais perdre. Je vais perdre. Oui. Donc, moi, ce que je veux, c'est être partenaire de ces gens-là, plus que d'être concurrent, en fait. Donc, on dit patience. On dit 2025, on croise les doigts pour toi avec ce contrat dont on espère que vous allez le remporter, enfin, en tout cas, qui sera mis en œuvre, qui te permettra, j'espère, d'atteindre la rentabilité. Et à partir de là, bon, peut-être qu'on pourra. Oui, on peut dire patience. On pourra se parler de bourse. Mais on peut dire aussi patience, mais on peut dire aussi peut-être point d'entrée idéal pour des gens qui aujourd'hui peuvent croire en cette histoire-là, en fait. Enfin, je veux dire, c'est patience pour ceux qui étaient là, et je conçois que de temps en temps ça peut être long et compliqué. Je l'entends et opportunité éventuellement pour ceux qui ne sont pas. Et potentiellement opportunité parce que effectivement on est sur notre trajectoire de croissance et aujourd'hui on la confirme. Bon Samuel, merci beaucoup. Je rappelle Marc. Que tu es le patron de DMS Group. Voilà, tout est dit. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment nous les poser, puis Samuel y répondra. Merci.